Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Ackerman. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Tous mes voeux pour cette nouvelle année à toi Pierrot, évidemment, puis à nos auditeurs et auditrices. Effectivement, tous nos voeux, nous enregistrons en début janvier 2023. Nous sommes ici pour parler de ton nouveau livre qui vient de sortir, Apocalypse 2030, et non pas Agenda 2030. Alors, peut-être pour commencer, parle-nous un petit peu de ce titre. Bah écoute, si tu veux, c'est un titre qui s'imposait vu la situation actuelle, enfin à mon sens. Alors évidemment, comme tu le vois sur la couverture, il y a Agenda qui est barré, hein, parce que ça fait référence évidemment à l'agenda 2030 de nos élites occidentales, hein, qui veulent nous emmener dans une direction spécifique. Alors sur le papier, ça présente toujours bien, évidemment. Maintenant, on a vu effectivement depuis 2 ans qu'on a un développement qui est un petit peu, qui est un petit peu en distorsion par rapport à ce qui nous est présenté sur le papier, parce qu'à chaque fois, on nous veut du bien. C'est toujours présenté comme ça. C'est toujours pour le meilleur, hein. Tu sais, transition énergétique, les petits oiseaux, le côté vert, etc. Mais au final, on voit que le chemin pour y parvenir n'est pas forcément en adéquation avec ce que la personne lambda attend, quoi, hein, de toute façon. Et donc, bon, cet agenda, effectivement, il implique différentes choses, hein, notamment au niveau de l'identité numérique, des choses comme ça. Et on a eu les prémices, à mon sens, dans les événements qui se sont déroulés depuis 2 ans, de ce que ça pouvait amener comme réjouissance. Et comme je pense qu'on ne fait pas partie du bon côté de la table, les réjouissances ne sont pas goûtées de la même façon, en fait. Voilà. C'est sûr. Alors, le sous-titre de ton livre, c'est Survivre, résister, rebâtir. Alors, c'est tout un programme que tu explicites, que tu décris avec exemples, détails. Et finalement, on voit que tu puises également dans ton expérience et ton travail, tes travaux précédents dans le monde des arts martiaux, dans le monde de la psychologie du combat, dans le monde du renforcement du mental autant que du physique. Alors, comment est-ce que cette expérience, et tu peux nous la rappeler si tu as envie, comment elle t'a aidé à écrire finalement la trame, l'histoire de ce livre? Si tu veux, à la base, mon domaine d'expertise, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus, on va dire, le développement personnel au sens large. Alors, on en parlait dernièrement, c'est pas un truc de gourou, hein, tout simplement, mais à travers la pratique des arts martiaux, on a cette dimension-là, c'est inhérente à notre pratique. Alors, c'est vrai qu'en Occident, on a développé plus le côté sportif, mais si on se concentre juste sur le côté sportif, la pratique des arts martiaux apporte énormément de bénéfices. Maintenant, il y a une dimension un peu plus spirituelle, en lien avec notre place finalement dans l'environnement, dans la nature, le rapport aux autres. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on avait finalement dans nos sociétés, dans nos civilisations, et qu'on tend à perdre de plus en plus. Et on a encore ce lien dans les sociétés, enfin dans les civilisations plus orientales, si tu veux. Donc mon domaine d'expertise, c'est plus ça à la base. Et puis, si tu veux, dans mes différents ouvrages, j'ai toujours une approche, en fait, je suis un peu égoïste à la base. C'est que j'essaye de produire le livre que j'aimerais prendre dans une bibliothèque pour moi, en fait. Et pour reprendre le bon mot d'un ami commun, Frédéric Delavier, qui avait dit une fois dans un post, quand je veux m'instruire, je me relis. Alors ça m'avait fait beaucoup marrer. Et ça, je le recite très souvent parce que ça fait marrer le profane, mais dedans, il y avait cette dimension-là. Effectivement, parfois, le fait de coucher sur le papier ses idées, d'aller faire des recherches, etc., bah, ça permet de mettre au clair différents concepts. Donc, je l'ai fait au niveau du sport, au niveau des arts martiaux. Et bah, dernièrement, effectivement, bon, il y a une période de ma vie où j'ai remis beaucoup de choses en question, si tu veux. Ça m'a obligé à aller un peu plus loin dans l'investigation, on va dire, concernant l'individu, d'un point de vue global, d'un point de vue holistique, sa place dans l'environnement, l'interaction qu'on peut avoir avec les choses, les différentes pollutions, la santé, etc. Et les gens qui sont en interaction avec toi aussi, qui peuvent énormément te polluer. Enfin, voilà, je veux dire, ça, tout est important. Si tu veux, beaucoup de gens pensent que l'environnement dans lequel ils évoluent n'est pas important. Ils peuvent ils peuvent s'en passer. Enfin, je veux dire, s'ils sont bien entre eux, ils ont un bon boulot, machin, ça va bien.
Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on sait qu'une cellule, quand elle est dans un environnement qui n'est pas propice à sa croissance, bah, à un moment donné, elle périclite, quoi, tu vois. Et c'est exactement la même chose au niveau d'un individu. Alors, bah, les gens qui sont en interaction avec toi, l'environnement social, économique, le pays dans lequel tu évolues, a une influence directe sur toi. Et donc, effectivement, j'avais couché tout ça sur le papier, enfin, avec pas mal d'autres choses, dans Sanshin, hein, que tu as lu. Et donc, j'ai Oui. poursuivi tout simplement l'exploration à travers l'économie, c'est-à-dire que depuis quelques années, je me suis un petit peu intéressé évidemment à ce qui faisait tourner le monde. Et quand tu veux savoir ce qui se passe, il faut que tu vois où va le pognon, comment ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Et donc ça, c'était une partie assez ardue pour moi, parce qu'à la base, ça ne m'intéressait pas du tout. Et après, j'ai trouvé ça passionnant finalement, parce que c'est ce qui drive le monde finalement, puisque l'humain étant ce qu'il est, il y a 5000 ans, c'était pareil qu'aujourd'hui. Les gens sont attirés par le sexe, le pouvoir, le fric. Et aujourd'hui, il suffit d'éteindre sa télé et d'arrêter d'écouter BFM ou les politiciens qui te racontent n'importe quoi pour aller sur des marchés financiers, voir comment se déplace le fric pour comprendre exactement ce qui se passe. Et donc, je suis parti de ce postulat. Donc, j'ai travaillé évidemment dans ce domaine-là pour comprendre, pour essayer de mettre les idées au clair, etc. Et puis, donc ça, c'était la partie plus égoïste, on va dire. Et ensuite, en discutant avec des gens par l'intermédiaire de mes interventions sur YouTube, etc., je me rends compte qu'il y a effectivement du désarroi. Il y a plein de gens qui sont désemparés. Alors, il y a ceux qui voient absolument rien, mais bon, si tu veux, l'humanité se sépare un peu hein, depuis quelques temps, donc c'est comme ça. Peut-être que certains se réveilleront par la suite. Mais il y a toute une frange de la population qui s'est réveillée, qui tente des choses alternatives, parce qu'ils disent que de toute façon, ce système est destiné à s'effondrer, ce qui est vrai. Donc, ils sont un peu dans le monde d'après. Hein. Je pense notamment à des initiatives comme le docteur Fouché en France, tu sais, par l'intermédiaire de Réinfo Covid. Et puis, il y a toute une frange de la population qui a peur, qui a compris ce qui se passait et qui se sent complètement désemparée, qui se disent face aux forces qui est en face de nous, on peut rien faire. C'est que faire. Donc, c'est un peu, tu sais, le syndrome du lapin qui est pris dans les phares et qui veut se barrer à droite à gauche parce qu'il ne sait pas quoi faire. Alors, en fait, moi, à travers ce livre, je dis, en fait, il y a plein de choses à faire. Parce que la base de tout ça, c'est l'individu. C'est toi, plus moi, plus l'autre, plus, et voilà, etc. Et donc, si tu veux, quand tu commences à prendre conscience de ça, que tu as un potentiel de force inhérente à ta personne, en tant qu'être, si tu veux, ben, il y a des choses à faire. Et peut-être que si tu arrives à convaincre certaines personnes qu'il faut aller vers autre chose, à un moment, il peut y avoir une bascule qui s'opère, et puis on peut aller vers quelque chose de plus lumineux, on va dire. Du moins, c'est ce qu'on peut espérer. Et donc, la base de cet ouvrage, c'est ça, tout simplement. Alors, à travers l'ouvrage, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu, comment dire, un peu fun, on va dire, avec des bandes dessinées, etc. Je me suis fait plaisir aussi. C'est un ouvrage de vulgarisation. On essaie de faire comprendre que, bah, effectivement, il y a des choses à faire plutôt que de rester passif. Alors, évidemment, vu la situation, il y a des gens qui prendront des voies plus ou moins violentes, que je ne cautionne évidemment pas. Mais c'est pas moi qui invente la nature humaine et qui invente l'histoire. Je veux dire, l'histoire humaine est faite de violence. Tout à fait. Exactement. Oui. Donc, du coup, j'ai conçu cet ouvrage comme ça, c'est-à-dire, il y a toute la partie financière pour expliquer évidemment ce que c'est l'argent, les notions d'inflation, etc. Et puis, on va vers quelque chose de plus proactif ensuite, comment sauver un peu de capital, comment se mettre un peu à l'abri. Donc, effectivement, il y a des notions qui, évidemment, ne se sont pas étrangères, qui sont liées au survivalisme, hein, avec la BAD, etc. Voilà, exactement. Mhm. Donc, tout ça, c'est une sorte de feuille de route, si tu veux. Il y a même comment dire, des allusions à comment dire, dans la bande dessinée, à des actes terroristes qui pourraient être menés à un moment donné. Donc, ça fait référence un peu aux écrits de Kurt Saxon aux États-Unis, tu sais, qui avait donné dans certains ouvrages interdits depuis, enfin plus ou moins interdits, parce qu'on trouve ça partout au final. J'ai Oui. rien réinventé. Hein, je veux dire, voilà, donc comment faire de la poudre à canon, des choses comme ça, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'au final, tout le monde a le pouvoir de faire quelque chose. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire face à une bombe de 20 mégatonnes? Mais en fait, c'est un faux problème. On a tous le pouvoir, au niveau individuel, de faire des choses. Et le premier mouvement à entreprendre, c'est de se changer soi-même. C'est-à-dire de travailler sur ses biais psychologiques, de travailler sur son corps, de travailler sur son mental. Parce qu'au-delà du côté un petit peu New Age, il y a des implications très pragmatiques derrière celle-là.
quand tu es en situation de crise, si tu n'as pas de physique, si tu n'as pas de mental, bah, tu es mort, quoi. Voilà, tout simplement. C'est clair, et c'est bien pour ça que tu nous as fait des formations qui marchent bien, qui nous parlent voilà, d'acquérir un physique fonctionnel, efficace, et puis en amont, forcément, mais ça va de pair, c'est totalement imbriqué, un mental qui nous permet de faire face aux temps difficiles, aux situations difficiles, parce qu'il n'y a pas de pire ennemi que notre capacité à procrastiner, à désespérer, à déprimer face à des tensions, face au stress qui dure, face aussi face à des épreuves qui paraissent parfois insurmontables au début. Ouais, c'est ça. Et on a besoin de ce mental parce que même les plus forts, même les plus habiles, même les plus compétents, si le mental à un moment s'écroule, cesse d'être performant, eh bien, ils peuvent périr. Et ça arrive, et c'est parfois spectaculaire dans des situations d'alpinisme où des gens chevronnés, etc., tout d'un coup, ils ont décidé qu'ils ne vont pas y arriver, et bien, ils n'y arrivent pas. Exactement. Alors que, et tout s'effondre très très vite, si tu veux. C'est-à-dire que toutes tes croyances s'effondrent. Je veux dire, moi, je suis passé par une période de ma vie où je me croyais suffisamment fort pour passer outre certaines choses. Et au final, ça m'a rattrapé d'une façon ou d'une autre. Parce que si tu veux, tu rajoutes des couches. Et à un moment donné, comme disait mon père, quand il est l'heure de remettre la pendule à l'heure, si tu as beaucoup de tours à faire, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, collectivement, on en est là, en fait. On a laissé dériver des choses qui font que, collectivement, on est dans un caca monstrueux, quoi, pour parler clair. Voilà. Et si tu veux, tout ça, ça a trait aussi à l'individu, puisqu'on est tous responsables. La somme des individus, collectivement, fait qu'on a, on va dire, un karma collectif qui est celui qu'on a aujourd'hui. Alors après, il y a aussi une question de cycle. Si tu veux, moi j'ai abordé aussi le début de l'ouvrage par la loi des cycles, parce qu'on a tendance à oublier ça finalement. ouais. Que finalement, l'environnement dans lequel on évolue, c'est comme un individu. Je veux dire, au début, tu grandis, il y a une croissance, puis après, tu as dans la force de l'âge, puis après, malheureusement, le corps est corruptible, donc tu vas décroître physiquement. Et toutes nos institutions sont comme ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et si on se replonge dans l'histoire de la Rome antique, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est que l'idéal, entre guillemets, de la République, bah, ça n'est qu'un idéal. Parce qu'il y a un moment donné, les institutions sont privatisées, il n'y a pas système plus corrompu que ça. Et puis, bah, il y a un Jules César qui arrive et puis qui reprend les rênes en main. Et puis voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, c'est juste comme ça. C'est qu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Et puis après, on va vers autre chose, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est que on ne peut pas aller vers le côté lumineux sans passer par une phase de purge qui, malheureusement, dont on pourra pas faire, on pourra pas s'en passer. Je veux dire, c'est comme ça parce que c'est une loi naturelle, tout simplement. Et que à travers ce mouvement difficile à passer, bah, il faut soi-même être proactif pour changer, pour s'améliorer, et puis avoir une assise aussi spirituelle, parce que c'est ce qui fait tenir les gens. Les gens ne s'imaginent pas. Bon, tu es dans le domaine survivaliste, tu sais très bien. Il y a aussi beaucoup de marketing là-dedans. Les gens vont acheter des boîtes de conserve, le nouveau flingue, le nouveau machin. Mais on se dit à quoi ça sert si à la moindre difficulté, comme on l'a vu il y a 2 ans, il y a des gens qui s'effondrent, si tu veux, qui n'avaient pas vocation parce qu'ils montraient à s'effondrer. Alors après, je ne suis pas dans le jugement, parce que je me suis déjà retrouvé confronté à des situations où je me suis fait dessus aussi, et qu'on est tous pareils, si tu veux. Après, la différence, c'est que bah, y a ceux qui restent debout, et puis il y a ceux qui se couchent, quoi, tout simplement. C'est Voilà. clair. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans à avoir, tu vois. Absolument. Et d'ailleurs, tu le dis dans ce que tu écris, je me souviens dans Sanshin, mais on le retrouve aussi dans ce livre-ci. Tu ne peux pas avoir un mental fort si tu n'es pas humble, parce que l'ennemi, c'est l'ego. L'ennemi, c'est soi-même avant toute chose. L'ennemi, c'est ton ego qui va te faire combattre trop au lieu de fuir parfois. C'est l'ennemi qui va te faire surévaluer ta capacité face au danger. L'ego, c'est aussi celui qui te rend trop sûr de toi, et le jour où
tu tombes sur un défi qui dépasse tes compétences, au lieu de trouver la solution ou d'essayer de retomber sur des petites solutions ou de découper le problème en petits bouts que tu arrives à résoudre, tu vas le prendre dans son entièreté et il va te submerger émotionnellement, physiquement, hormonalement, etc. Et mentalement, tu craques. Et ça arrive au meilleur. On le voit d'ailleurs, on le voit tous. Alors pour prendre peut-être pas des exemples, mais des lieux communs, mais on voit tous ces grands athlètes qui, à un moment dans leur carrière, ont tout d'un coup cette baisse de régime qui les fait douter. Et Exactement. tout d'un coup, ils perdent face à des concurrents, des adversaires qui sont largement en dessous de d'eux. Et c'est fascinant. Et ce qui fait la beauté du sport, ensuite, c'est de voir s'ils sont capables de revenir. Exactement. Dans plein de sports. Et ça reste très ludique. Et c'est bien pour ça que, d'ailleurs, le sport est une école de sagesse universelle. Les Grecs l'avaient bien compris. Ce n'est pas par hasard qu'ils faisaient des Jeux Olympiques. C'est parce que c'est une narration fantastique, formidable. Les arts martiaux nous donnent aussi, j'imagine, alors je suis moins... Je ne suis pas un expert comme toi, ni un pratiquant à haut niveau, mais j'ai pu le constater que parfois, comme on disait en off avant, quand tu dois aller, à mon âge, ça devient difficile. Quand tu fais un peu de boxe ou de boxe thaï, des trucs comme ça, bon, c'est très bien de faire du sparring, c'est très bien de faire des exercices tous les jours, faire de la frappe, de la table, des exercices au sol, de machin, mais de temps en temps, aller sur un ring et faire face à un mec de 22 ans, putain, Ah oui, il non, y a mais un c'est moment, sûr. pourquoi je fais ça en fait? Bien sûr, non mais parce qu'en fait, à la base de tout ça, c'est un travail mental, si tu veux. Et le bénéfice, il est essentiellement mental. Moi, c'est pareil, si je combats avec des jeunes, enfin, je disais toujours, quand j'avais mon club avec mes élèves, l'idée, c'est que je vous botte le cul parce que j'ai envie que vous me bottiez le cul derrière. Alors, des fois, c'est plus difficile avec tes élèves parce que, si tu veux, il y a un rapport, entre guillemets, de maître à disciple. Enfin, ils te regardent un petit peu comme, voilà. Donc, d'où l'intérêt d'aller soi-même dans des clubs. Moi, j'allais faire des stages de boxe, de machin, un peu partout. Les mecs qui te connaissent pas, ils te rentrent dedans, quoi, tu vois. Et tu apprends beaucoup de choses sur toi par rapport à ton ego, par rapport à. Tu vois, et en fait, au final, le bénéfice de ça, il est mental. C'est-à-dire, pour moi, le sport, c'est une sorte d'accélérateur de particules, si tu veux. C'est-à-dire, ça va condenser et concentrer des situations qui vont t'amener à savoir comment tu vas réagir, jusqu'à où on peut te pousser. Parfois, moi je le sais maintenant par rapport à mon expérience, je sais que j'ai besoin d'être. Quand la pression n'est pas suffisante, finalement, bon, bah, mon ego n'est pas suffisamment fort, si tu veux, pour gagner coupe en plastique, je m'en fous en fait, tu vois. Mais quand la pression commence à être importante pour des choses qui sont, pour moi, fondamentales, dans l'urgence et dans la crise, je sais qu'en général, je performe mieux, tu vois. Mais après, je suis très humble par rapport à ça, parce qu'on est tous soumis à la loi des polarités, si tu veux. Et comme je dis, en forme de rigolade, des fois je dis on oscille tous entre comment dire, l'envie de suicide et l'envie de meurtre, si tu veux, quand tu es face à une situation difficile. Ou quand tu es dans une ligne d'attente. Par exemple. Donc il y en a qui basculent plus d'un côté ou plus de l'autre, tu vois. Et quand tu es confronté à des situations vraiment difficiles dans ta vie ou par intermédiaire du sport, parce que, je veux dire, moi, quand je faisais de la compétition à l'époque, il y a toujours un copain qui décollait. Il disait voilà, quand tu vas en compétition, il ne faut pas oublier ni sa bouteille d'eau, ni son PQ. Parce que les toilettes sont occupées, mais tout le temps. Je veux dire, les mecs, voilà, ils sont dessus avant de monter sur le tapis. Avant, c'était que ça, tu vois, parce que tu es dans une situation, tu ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, c'est pas du tout le sparring que tu peux avoir en club. Après, quand tu es dans des grands clubs, des fois, tu connais les mecs, tu sais que si tu combats avec lui, voilà, ça va être chaud. Mais le fait d'aller spécifiquement pour se faire botter le cul de quelqu'un un dimanche matin, alors que tu aurais mieux à faire, si tu veux, c'est quand même un peu particulier. Et donc, ça crée une ambiance, tu vois, ce qui crée une perception aussi de l'événement. Alors après, on est quand même très très loin du mec qui est dans les tranchées, tu vois. Non, mais C'est pour ça qu'il faut rester humble. C'est vrai que c'est difficile. Et alors, pour parenthèse, ça fait mini tranche de vie, mais moi, je suis quelqu'un qui est d'un calme et d'une gentillesse incroyable. Et même face à des cons ou des gens qui me cherchent, généralement, j'essaie de dégoupiller l'attention, j'essaie de regoupiller, ou je sais pas comment on dit, de baisser la tension, de prendre sur moi, parce qu'au fond, ça en vaut pas la peine. Parce que je me connais. Le problème, c'est que et les rares fois dans ma vie où c'est parti en vrille, quoi, de mon côté,
Ça a été l'hôpital pour le mec en face ou ça de l'empaler Ouais, sur un c'est pieu. on-off, quoi. C'est on-off. Et, Ouais, et faut pas le appuyer sur problème, le c'est que, bouton. Hmm. voilà, et je sais qu'aujourd'hui, quand je suis dans des situations, et je travaille le switch, c'est-à-dire que je peux être capable de switcher entre Ouais. l'ultra-violence meurtrière, en réalité. Mhm. Évidemment, je ne mets jamais en acte, parce qu'il suffit que je pense, je sais pas, un pédophile qui aurait Ouais, ouais, ouais. abusé de gosse, et dans ma tête, je suis capable de faire un clic, et après, c'est le massacre, massacre à la tronçonneuse, quoi. Mais évidemment, je n'ai jamais cette opportunité de le mettre en place, parce que bien au contraire, et même, justement, même quand on fait du sparring comme ça, à la fin, je sais très bien qu'il n'y a pas d'enjeu et donc je suis largement en dessous de mes compétences. Et c'est un défaut dans ce sens-là où en fait, j'arrive pas à me pousser au-delà de ma limite parce que je sais qu'il n'y a pas d'enjeu. Et s'il y a un enjeu, en revanche, après, c'est soit je finis en tôle ou soit il y a plus, je peux le faire parce qu'il n'y a plus personne Bien sûr. pour faire l'ordre. Mais Et tu le donc, je ne fais ressens, pas. ça, en fait. C'est quelque chose que tu ressens, finalement, tu vois. Et l'idée, c'est Ouais, d'accueillir ça face à des ouais, situations difficiles. Puis les situations difficiles de la vie, c'est pas seulement la baston sur un ring, hein. Ça peut être comment tu vas surmonter un décès, un divorce, etc. Et je veux dire, il y a c'est des... pareil. Tu Ouais, vois? moi, c'est pareil, tu dois savoir gérer finalement dans l'humain et l'acceptable, ou alors tu pars dans le... Mais ça doit être conscient. Le défaut, c'est C'est ça, celui l'idée. qui part dans la folie, une sorte de folie finalement, au mauvais moment, au mauvais endroit, pour rien. Et malheureusement, ça c'est courant et c'est amplifié, évidemment, faut-il le rappeler, par l'utilisation d'alcool ou de drogue qui désinhibe. Et le nombre de gens qui finissent en prison pour 10 ans, 15 ans ou à perpète parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité à se maintenir en dessous d'une certaine ligne et que cette ligne avait été baissée considérablement par l'alcool et les drogues, malheureusement, ils sont nombreux. Et c'est dommage. Bon, on est parti sur un autre sujet, mais c'est un sujet qui est inclus dans ce que tu fais, dans ton travail, dans Sanching, dans tes formations, et un petit peu dans ce livre. Et, euh, et alors, pour revenir, je re-embraye sur un autre sujet, mais c'est lié. Oui, vas-y, Tu vas-y. nous expliques dans ce livre, parce que là, on parlait d'être esclave de notre pulsion, de nos instincts, que nous sommes tous des esclaves dans le monde moderne d'aujourd'hui. Alors, c'est un sujet que beaucoup ont traité, mais comment toi, tu vois cette approche de l'esclavage moderne? Bah, si tu veux, on peut être d'accord ou pas avec ça. Au final, on s'en fout. C'est-à-dire que tu vas aller dans des théories, et je suis pas le seul à l'avoir noté à travers ce livre. Il peut y avoir peut-être une vision peut-être un peu caricaturale. Je veux dire, après, l'idée, c'est pas d'avoir raison ou tort. On n'est pas de toute façon dans les cercles qui nous permettraient d'avoir la solution, si tu veux. La seule chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est que, et moi je pars de ce postulat, parce que c'est vérifiable à ton niveau, à mon niveau, au niveau individuel, à chaque fois que tu donnes du pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas pleurer si cette personne utilise ce pouvoir contre toi à un moment ou à un autre. Et on est dans un environnement aujourd'hui, dans notre société, où on a délégué du pouvoir partout. C'est-à-dire essentiellement déjà à un État qui est surdimensionné. Alors toujours pour des bonnes raisons, mais moi comme je ne mets pas de jugement de valeur là-dedans, je fais qu'observer un truc. C'est que si tu délègues tout ton pouvoir à l'État pour qu'il s'occupe de toi et qui soit comme une nounou, tu peux aussi tomber sur une mère indigne qui t'en fasse voir de toutes les couleurs. Et les gens occultent cette partie-là. Et Ou un beau-père pédophile? par exemple, ou alors l'association des deux, ce qui peut être encore, si tu veux, voilà quoi. Mais là, on tombe dans la pédocriminalité de haut niveau. Mais bref. Mais tu vois un petit peu l'idée. Et si tu veux, tous les champs de notre vie sont soumis à ce postulat de base, c'est qu'on a délégué du pouvoir à tout niveau. Pourquoi? Parce qu'on est feignant, en fait, tout simplement. Déjà parce qu'on est endormi à la base et qu'on veut le rester. Et comme on est feignant, on préfère écouter une belle histoire en disant bah oui, c'est bien, etc. Voilà. Donc en fait, quand tu regardes tous les paramètres qui conditionnent ta vie aujourd'hui en termes d'existence physique, matérielle, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, l'eau, l'énergie, mais quelle prise tu as là-dessus? Zéro. Quasiment zéro. Et c'est en ça où on est des esclaves modernes, si tu veux. Alors après, il y a des degrés dans tout ça.
mais on est des esclaves modernes parce qu'on est complètement dépendant. Tout ce qui dépend de notre survie de base, hein, c'est la pyramide de Maslow, il faut en revenir à des choses basiques, eh bien tout ça, c'est monopolisé, tout simplement. Alors après, on peut parler de théorie du complot, machin, etc. Maintenant, plus on monte dans les tours, tu te rends compte que tout ce qu'on consomme, c'est 10, 15 multinationales max. Voilà. Donc, est-ce que les mecs se sont jamais rencontrés? Est-ce qu'ils sont pas d'accord? Bon, faut arrêter. En France, on savait à une époque, tu as 3 opérateurs téléphoniques. On se dit à un moment, oh mince, ils se sont mis d'accord sur les prix. Diantre, étonnant. Enfin, je veux dire, hein, enfin, faut être lucide. C'est comme si tu veux, toi, tu vas avoir un réseau et puis tu vas placer ton fils ou ta fille parce que tu connais un tel dans sa boîte. Enfin, tu le fais à ton niveau, tout le monde le fait. Pourquoi ça se ferait pas à haut niveau? Bien sûr que ça se fait à haut niveau. T'as pas besoin d'avoir tes insights dans ces groupes-là de décision pour te dire qu'il y a des arrangements qui sont opérés. Et si tu veux, moi, le risque que je vois là-dedans, au-delà du côté un peu caricatural, peut-être, c'est qu'on n'a plus aucune prise là-dessus pour des choses aussi fondamentales. Quand tu as le CEO de Nestlé qui te dit l'accès à l'eau n'est pas un droit, c'est dramatique. Qu'est-ce que tu fais sans eau? Si tu vas dépendre de quelqu'un qui va tourner le robinet à un moment donné ou qui ne va pas le tourner. Et ça va très loin parce qu'on peut dire, bah oui, mais il y a des infrastructures, machin, c'est normal que ça coûte cher et que tu n'aies pas l'accès, etc., etc. Bah oui, mais après, si d'un point de vue légal, on t'interdit d'aller puiser dans la source à côté, même si c'est toi qui fais 3 km avec tes sacs pour aller chercher l'eau, si on t'interdit de récupérer l'eau de pluie, si on t'interdit bah, au final, tu te rends compte que tu es complètement dépendant d'une structure sur laquelle tu n'as aucune prise ou du moins sur laquelle on te dit qu'il y a peut-être une prise démocratique parce que ton vote, enfin ça c'est du pipeau. Alors là, on peut s'entendre et discuter là-dessus, mais bon voilà. Et au final, bah, tu es complètement dépendant. À partir du moment où tu es complètement dépendant, tu es un esclave. Je veux dire, voilà. Je veux dire, quand tu vois après la monnaie qui a été instrumentalisée, alors elle a été instrumentalisée auprès de la population russe avec le conflit, mais pas seulement. Quand tu vois les camionneurs au Canada, bon bah voilà, je veux dire, la monnaie qui devrait être un bien commun pour faire des échanges économiques, elle est utilisée comme une arme pour. C'est la cancel culture. C'est qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas accès à tes comptes? Je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller au Canada en période de crise pour te rendre compte que quand tu fais une connerie, machin, que tu oublies de payer un truc, bah, tu as un fonctionnaire qui appuie sur un bouton, puis tes comptes sont gelés. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, je veux dire, on l'a tous plus ou moins vécu. Donc, quelle est la prise là-dessus? Quelle est ta prise directe sur ta propre vie? Pour moi, elle se réduit de plus en plus, en fait. Et qu'il y a un équilibre qui est rompu entre, effectivement, je délègue du pouvoir à une instance supérieure pour organiser une protection, pour organiser des services et pour faire en sorte que la société vive correctement et qu'on collabore tous. Et à un moment, ça va trop loin. Il y a trop de pouvoir qui est concentré, que ce soit économique, financier, politique même. Et puis toi, la prise directe que tu as là-dessus, bah, elle se réduit à néant et tu te rends compte finalement que tu n'es qu'un esclave, quoi. Alors après, on peut aller plus loin dans la logique, hein. Je veux dire, quand tu vois les charges sociales en France, bon, tu te rends compte que le coût du travail, il est, enfin, je veux dire, enfin, tout est comme ça, quoi. Je veux dire, un taux d'imposition de 70% tout cumulé, enfin, dans l'ancien régime, c'était 10%, tu vois. C'est ça. Ah, il y avait Donc, beaucoup de liberté, beaucoup plus de liberté. Et c'est clair que donc, quand tu parles dans ton livre Survivre, résister, rebâtir, évidemment, dans la partie survie, et j'étais ravi d'écrire la préface de ton livre, bien sûr, ce sont des éléments qui me sont très familiers. Là où j'ai trouvé beaucoup d'originalité et surtout un sujet qui intéressera beaucoup les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils sont des millions, c'est justement à partir du moment où on admet qu'on est un esclave et qu'on admet on est déjà à la merci de nos maîtres, qu'on le veuille ou non, et qu'on est aussi face à un effondrement d'un système qui, tôt ou tard, à mon avis, est inévitable parce qu'ils ont beau être nos maîtres, tout comme les maîtres d'antan, ils sont fragiles, ils sont peu nombreux, et finalement, le modèle qu'ils ont mis en place, ils sont en train de se scier la branche sur laquelle ils ont bâti leur fortune et leur pouvoir, si on exactement, peut ouais. prendre la métaphore de l'arbre. Et bien ensuite, il y a justement la partie de résister, que je n'avais pas traité dans mes livres volontairement, et la partie rebâtir. Et ce sont évidemment deux parties qui sont fondamentales. Alors dans la résistance,
De quoi parle-t-on? Résistance mentale, résistance physique? Dis-nous un petit peu, donne-nous envie de lire ton livre. Bah écoute, si tu veux, dans la partie résistance, il y a effectivement une partie résistance, entre guillemets, passive. À partir du moment où tu te rends compte que tu es complètement dépendant d'un système pour ta production, pour l'alimentation, l'énergie, l'eau, etc., le premier mouvement à entreprendre, c'est effectivement regagner du pouvoir là-dessus. C'est-à-dire, ça paraît évident. Ensuite, il faut se rendre compte que tu vas te heurter à des forces politiques et financières. C'est bien connu. Je veux dire, si en face de toi, tu as quelqu'un à qui tu veux reprendre du pouvoir, il va pas se laisser faire. Je veux dire, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut être prêt aussi soi-même à résister, y compris physiquement. Alors là, après, on entre dans un domaine, si tu veux, qui inclut y compris la violence physique. Maintenant, moi, j'en fais pas la promotion, j'en fais que le constat, tout simplement. Et c'est pour ça que le fil directeur de cet ouvrage, c'est aussi un personnage qui fait une incursion en 2030 et qui voit le résultat de tout ça et comment on fait, si tu veux. Et donc, son double de 2030 va lui dire, voilà, comment on a fait, tout simplement. Il a fallu porter ses couilles aussi. Il y a une frange de la population qui, si tu veux, quand tu te rends compte que tu as été un petit peu manipulé et puis pressé jusqu'à l'os, tu deviens violent parce que voilà, tu le prends mal. Il y en a d'autres qui prennent la tangente. C'est un peu l'esprit du survivalisme, si tu veux. C'est des gens qui vont se mettre à l'écart, qui organisent leurs moyens de subsistance, et y compris leurs moyens de défense, mais qui n'ont pas la volonté de nuire ou ils sont dans une optique de se défendre s'ils se font agresser. Et puis tu vas avoir aussi une frange de la population qui va être vraiment vénère, comme on dit. Voilà. Et cette frange de population, bon, après, dans l'ouvrage, j'ai donné des exemples, si tu veux, avec. Ça, c'est pour faire référence un peu aux écrits survivalistes un peu tendancieux des années 60-70, Kurt Saxon, donc refaire de la poudre noire et des choses comme ça. Mais au final, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Enfin, je veux dire, quand on voit dans les banlieues françaises, il me semble qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de Kalachnikov qui traînent, etc. Il est clair que le résultat d'un effondrement va engendrer forcément de la violence et que dans cette optique-là, il y a des gens qui vont instrumentaliser cette violence pour faire des exactions, il y en a d'autres qui vont l'instrumentaliser pour se défendre. Il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des choses comme ça. Voilà, donc c'est inhérent à la situation. Et donc, dans ce futur dystopique de 2030, il y aura forcément des exactions, si tu veux. Et donc, la résistance, elle est déjà, j'avais noté ça, c'était assez amusant, puisque je suis parti des écrits de Mao Tse-tung. Alors, pour moi, on va vers un communisme réactualisé, si tu veux. Et donc, utiliser les écrits d'un leader communiste pour savoir comment mettre en place tout ça, c'est quand même assez drôle. Et dans la théorie, si tu veux, de Mao, par rapport parce qu'on est sur une guerre de guérilla, finalement sur une guérilla, l'élément central là-dedans, c'est la propagande politique. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, alors évidemment, le terme propagande, on peut le mettre à toutes les sauces, mais ce qui est important, c'est tout simplement de dire sa vérité, en fait. Et il faut en faire la promotion. Et des fois, tu es tenté de te dire, mais à quoi ça sert d'essayer d'éveiller les gens, etc., etc. Mais en fait, c'est un élément central. C'est un élément central de la résistance. Et plus que, effectivement, l'arme qu'on va pouvoir aller chercher pour se venger de celui qui ou machin, le plus important, finalement, c'est ce travail au quotidien de réinformation, de faire prendre conscience aux gens finalement que oui, vous êtes un esclave moderne, tu es un esclave moderne, c'est pas parce qu'on te laisse 3 sous pour profiter de ton samedi et de ta bière et de ton match que non, tu es complètement soumis à un système qui à un moment donné peut te lâcher, même si lui-même ne décide pas de te lâcher, l'environnement peut être problématique et par voie de conséquence, il est obligé de te lâcher. Donc il faut reprendre derrière ça, ce qui va avec la liberté, c'est la dose de responsabilité individuelle. Voilà. Exact. Et quand tu reviens à cette notion de responsabilité individuelle, la première des choses, c'est de se rendre compte que tu es limité toi-même, que tu as des biais psychologiques, que voilà, tu es feignant, tu as peur, tu es machin, et que tu te sors pas les doigts, et que c'est toujours facile de remettre la faute sur quelqu'un. C'est quelque chose qui se tricote à deux mains, en fait. Et donc, on a un travail proactif à fournir. Et donc, dans cette partie résistance, effectivement, il y a tout un panel d'actions. Et j'ai envie de te dire, l'idée, c'est bien évidemment, je le dis dans l'ouvrage, c'est pas de générer, c'est pas de générer
comment dire, la flamèche qui va foutre le feu aux poudres, parce que de toute façon, on est dans un contexte là de révolution finalement, et c'est jamais une bonne chose. Les gens ne se rendent pas compte finalement, on dit toujours ouais, il nous faut la révolution, machin, mais non. Non, parce que ceux qui se font entre guillemets coincer, c'est toujours les mecs de base qui réagissent sans avoir prévu. Et c'est toujours des groupes, si tu veux, plus ou moins organisés, qui poussent un peu le truc, qui récupèrent le pouvoir derrière. On ne sait pas ce qui vient derrière. Donc c'est une mauvaise chose, ça, finalement. Et moi, je crois plus au changement collectif, progressif, des consciences. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir le temps? Je ne suis pas persuadé. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on remarque tous de gens à qui on a parlé depuis des années de la prise de conscience qui nous semble évidente et qui nous ont envoyé bouler ou qui n'y croyaient pas et qui petit à petit, certainement depuis les 2 dernières années et surtout depuis une année, depuis qu'ils voient des gens tomber comme ça sans raison par terre, ce qui paraît c'est à cause de l'aspartame. Eh bien, oui, c'est ça. Ils viennent nous voir en disant, tu sais, je pensais que c'était n'importe quoi, mais en fait, tu as raison. Et petit à petit, ben, ça ajoute au pourcentage des gens qui font masse, parce qu'on a besoin de faire masse. Et puis que finalement, on voit bien que si personne n'a de prise de conscience, tu sais, moi, je suis un... Alors, on me fait ce reproche bizarrement dans certains milieux qui ne sont pas forcément les milieux que je fréquente, mais bon, on m'en fait la reproche. Mais moi, je suis un passionné d'histoire et une des histoires qui me passionne beaucoup, c'est l'histoire en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de la tentative d'extermination, si on veut, parce que la tentative, elle est clairement là, de pas mal de populations, de tziganes, juives notamment, en Europe, et surtout en Europe de l'Est, mais en Europe en général, sous l'occupation nationale socialiste allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que si on nous avait dit, et parfois même du côté juif, on nous raconte aujourd'hui des bêtises du style, tout le monde savait que c'était l'extermination. Mais non, justement pas. Sinon, il y aurait eu rébellion immédiatement. Alors que c'était écrit dans Mein Kampf que l'objectif était de se débarrasser de ces populations. Alors, se débarrasser, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Les méthodes ne sont pas données, en fait. Ouais. Méthode pas donnée, mais quand la guerre devient difficile, à partir de 1941, et que le système allemand nazi se retrouve avec plusieurs millions de juifs en Europe sous sa responsabilité, là, clairement, les méthodes, elles ne sont plus pour la rémigration vers la Palestine ou vers Madagascar, c'est la rémigration vers l'Est, une progressive, et là où ils vont, alors il ne faut pas déconner, ça a été massacre à la balle, au truc, et ensuite, eh bien, effectivement, concentration dans des camps et réduction très violente des ghettos dans lesquels ces gens étaient parqués. Alors évidemment, si en 1933, on avait expliqué à la population que c'est ce qui allait arriver en 1945, et c'est malheureusement ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui à l'école, on leur dit « Ah, c'était horrible !» Mais non, on ne peut pas le savoir, c'est impossible de le savoir. Et en plus, la méthode, elle a été faite consciemment ou non, et à mon avis consciemment, de manière à, comme les escrocs qui saucissonnent, qui compartimentalisent le problème et qui te poussent petit à petit à accepter ce qui aurait été inacceptable il y a encore 6 mois, il y a encore 1 an, finalement, parce que tu dis oui, mais c'est pas si mal, il nous reste encore ceci, il nous reste encore là, on a encore le droit à avoir nos valises, puis on est quand même nourri, on est quand même. Puis petit à petit, la nourriture se réduit, puis tu dis oui, mais on est encore chauffé, puis ensuite le chauffage s'arrête, oui, mais on est encore. Et puis les gens commencent à tomber du choléra et de la malnutrition, puis tu dis oui, mais on est encore vivant. Et en fait, petit à petit, tu ne vois pas arriver le danger. Or, il n'y avait pas Internet à l'époque. Aujourd'hui, on a ce moyen aujourd'hui, 30 à 40% de la population commence à ouvrir les yeux. Quand je commençais à parler de tout ça en 2010, 2011, et si on m'avait dit qu'on avait 3% de la population qui était consciente de la réalité du monde, j'aurais rigolé. Je dis non, c'est beaucoup trop. Mais aujourd'hui, on le voit dans les urnes, que 30 à 40% de la population, toute classe sociale, toute sensibilité politique confondue, a compris l'arnaque dans laquelle on est. Donc là, si on nous demande de monter dans des trains, clairement, on ne va pas monter dans des trains. Ou en tout cas, 30 ou 40% des gens ne vont pas monter dans des trains. Et 30 ou 40% d'une population, disons, d'1 milliard de personnes en Occident, ça fait vachement de millions de gens et c'est gigantesque par rapport aux forces armées et aux forces de l'ordre. Oui, c'est énorme, ouais. C'est énorme, mais qui servent le pouvoir.
tu as encore beaucoup de gens qui sont dans le déni, si tu veux, parce que, encore une fois, on a un truc sur lequel il faut lutter, c'est le biais de confort psychologique. Et on voit bien depuis 2 ans ce qui nous a été raconté, et pourtant à l'heure d'Internet, si tu veux. À l'époque de Tchernobyl, il faut attendre 15 ans avant de se rendre compte que même si tu te dis j'y crois pas trop au vent qui tourne, bon, aux infos de 20h, on te dit non, tout va bien, bon, tu as envie d'y croire. Tu te dis, bon, comme tu vois rien dans la nature, tu te dis, bon, bah, ok, ils ont raison. Tu vois, même si ton instinct te dit, on en parlait de ça, l'instinct guerrier, tu vois, non, faire confiance, c'est son instinct. Là, aujourd'hui, les informations, elles fuient direct. Je veux dire, le mec qui t'a raconté de la merde le matin, le soir, on resserre la vidéo, etc. Et malgré tout, encore une majorité de gens qui restent dans le déni parce que ils veulent rester dans leur confort psychologique. Et ça coûte cher, parce que ça peut te coûter ta vie, effectivement, comme tu le dis. Les choses, elles viennent progressivement. C'est le syndrome de la grenouille qui crame progressivement Ouais. comment dire, dans sa casserole. On ne la met pas directement dans une casserole d'eau chaude, on fait monter la température doucement. C'est comme ça que ça se passe. Et si tu ne te mets pas toi-même un système d'alerte pour pouvoir réagir, à quel moment tu réagis? Mais je l'ai expliqué ça dans le livre aussi, puisque le parallèle avec l'individu, c'est la self-défense. Tu te retrouves dans une embrouille et à quel moment tu mets la limite? Tu vois, tu vas réfléchir, tu dis non, je ne peux pas répliquer parce que si je lui mets un mauvais coup, je vais en prison, gna gna gna, etc. Mais à quel moment tu bouges? On t'insulte, on te touche, tu dis une claque, bah, oh, ça va pas me mettre KO. Bah ouais, mais après, il te met un pain ou il sort une arme et là, c'est trop tard. Donc, à un moment donné, on est bien obligé, c'est un peu, quelque part, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu des sentinelles finalement, et qui, au premier système d'alerte, disent stop. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a laissé trop dériver le système, c'est une évidence. C'est une évidence. Et effectivement, bon, bah, ça va vers quelque chose qui est, à mon avis, à mon sens, pas bon. Et tu as effectivement beaucoup plus de gens qui sont à la fois éveillés, mais tu en as encore beaucoup qui vont jusqu'au bout rester dans leur déni pour préserver leur confort psychologique. Ah oui, et puis il y a des gens qui peuvent simplement pas s'imaginer que l'État n'est pas leur ami Exactement. parce qu'ils ont été dans l'école publique, ils ont été endoctrinés depuis la naissance à être un esclave. D'ailleurs, c'est ce qui arrivait dans les plantations et dans les esclaves en général. Si tu étais né esclave, tu ne pouvais pas imaginer autre chose. C'est bien pour ça que dans la Bible, dans la Torah, il y a cette parabole de la traversée du désert pendant 40 ans, ce qui est Mhm. évidemment une parabole parce que tu ne restes pas 40 ans Ouais. dans le désert. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il faut au moins 2 générations Mhm. pour que tu te sentes libre et que tu aies oublié ton statut d'esclave, parce que les réflexes, les habitudes que nos générations ont déjà la nôtre un peu moins, mais enfin, plus on avance, plus les gens n'ont pas connu autre chose que ce modèle d'état nounou, comme tu dis, parfois pas du tout, Les fonctionnel. rapides. Exactement, exactement. En fait, tu ne peux pas imaginer en fait que tu es un esclave. Tu dis, mais je touche un salaire, j'ai le droit de vote, je ne suis pas un esclave, je ne comprends pas. Et donc, heureusement, les plus jeunes générations, celles qui sont nées avec Internet, qui n'ont jamais connu un monde autre qu'Internet, moi, je trouve étonnant à quel point des gamins aujourd'hui de 15 ans, on a des enfants de cet âge-là, aujourd'hui, ils te sortent des trucs énormes qui, nous, ont pris des années et des années, voire des décennies pour qu'on puisse les exprimer. Des gens qui te sortent des trucs sur le 11 septembre, sur Kennedy, des gamins de 12, 13 ans qui te disent ah oui, non, mais en fait, il s'est passé ça, ça et ça, c'est pas du tout ça. Et pour eux, c'est normal. Je dis bah oui, c'est normal qu'on nous arnaque. Donc, ils ont déjà intégré la notion qu'ils savent d'être des esclaves et ils savent qu'ils se font entuber. Pour autant, il va falloir les canaliser cette connaissance pour de l'action qui soit utile et non pas de la déprime, des drogues ou de la fuite, Exactement. finalement. Une fuite en avant pour pouvoir oublier et occulter un petit peu la situation. Mais c'est en ça qu'on revient finalement au socle de base, qui est l'aspect spirituel de la chose. Donc l'assise physique, l'assise mentale, et la gemme supérieure, c'est l'assise spirituelle, parce il faut redonner du sens. Je veux dire, on est en plus dans une civilisation où on a connu quand même les chevaliers, où on a connu, tu vois, il y a quand même une colonne vertébrale spirituelle qui nous manque de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on voit de jeunes générations, je pense notamment à la France, où tu as des jeunes qui sont à la base, qu'on appelle les racailles, tu sais, qui vont se réislamiser, entre guillemets, parce que finalement, les gens ont besoin de repères spirituels. Ah ouais, faut pas les blâmer.
Donc, quand tu es dans une, si tu veux, ta vie, c'est donner du sens à ta vie, c'est pas seulement gagner du fric dans des petits trafics, voire même vivre très bien. C'est que derrière, on aspire toujours à autre chose, à une grandeur, à une forme comment dire, de sublimation de l'être, tout simplement, parce que c'est dans nos gènes, c'est intrinsèque. Je veux dire, tu relis tous les textes fondateurs, on retrouve ça partout. Et on essaye de nous couper de plus en plus de cette réalité depuis des dizaines d'années, mais ça va revenir en force, et surtout parce que dans une partie du cycle où ça s'effondre. Donc forcément, tu vas avoir une partie de la population qui veut rester absolument dans le narratif et qui veut rester dans cette illusion de Mammon, hein, du dieu de l'argent, de la consommation, enfin voilà, acheter le nouveau bidule qui va te rendre heureux de seconde 14, puis après tu repars dans la déprime, tu prends tes cachets, machin. Puis il y a des gens qui prennent la tangente, qui veulent pas de ça, si tu veux, qui se disent bah non, qui vont renouer avec la tradition qu'on retrouve, ce que certains appellent la tradition primordiale finalement, ce qui est la base de la plupart des religions ou des cultures. Après, il y a le vernis religieux, mais si tu fais abstraction de ça, tu vas avoir on va dire cette morale, ouais, c'est une colonne vertébrale, tout simplement, qui te tient debout et qui sait pourquoi tu es là et pourquoi tu fais les choses. Quand tu dis non, c'est non. Il y a des choses que tu refuses. Et voilà. Et c'est cette assise-là qui peut te permettre d'agir, tu vois. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que tu auras mis en place, parce qu'il faut avoir de l'humilité là-dedans. Je veux dire, il y a une part de chance aussi là-dedans qui est énorme. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on a une période du cycle. Et peut-être que de mémoire de civilisation, peut-être avant on ne sait pas, mais on n'avait pas de traces, mais au moins depuis 5000 ans, on n'a pas connu ça. Je veux dire, les effondrements, on en a connu, parce que ça fait partie des cycles. Hein. Ouais. Tu vois, l'effondrement à l'âge de bronze, c'était pareil. Il y avait déjà une mondialisation à l'époque. Les épées sont toutes les mêmes du nord de l'Europe au sud. Donc les mecs, ils échangeaient, ils bougeaient, l'ambre circulait, voilà. Et à un moment donné, ça s'effondre, c'est fini, c'est terminé. Sauf qu'aujourd'hui, on a une dimension mais véritablement mondiale et des capacités technologiques sans précédent. Donc on est vraiment, à mon sens, à un carrefour. Et effectivement, il n'y a rien qui est encore joué. Voilà. Non. Et on le rappelle que l'idée, ce n'est pas, encore une fois, c'est pas la raison pour laquelle on écrit ces livres, c'est pour que vous, qui nous regardez, l'individu et peut-être les gens autour de vous, vous vous prépariez à survivre, résister et puis rebâtir. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas sauver le monde entier, on ne va pas sauver tout le monde. Et d'ailleurs, si on se met un petit peu à la place des élites qui nous gouvernent, qui sont malheureusement en fait des élites un peu connes, un peu idiotes, parce qu'elles sont aussi le fruit d'un monde qui est devenu ignorant par trop de facilité, elles voient le monde avec aussi une peur et une crainte. C'est celle de dire, mais on a 8 milliards de mecs qui sont en train de devenir de plus en plus confortable, de plus en plus riche, si on veut. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vu l'augmentation de la richesse de l'Afrique. L'histoire de, oui, en Afrique, les gens vivent avec $1 par jour, c'est des conneries, c'est fini. C'était il y a 30 ans. Ils ont tous des smartphones de toute façon. Voilà. Leur téléphone, leur machin, ils font des business, etc. Et très bien, et tant mieux pour eux. Mais du point de vue des élites, ils voient une population de vieux en Occident qui consomme des quantités hallucinantes d'énergie pour leur plaisir. Les croisières, leurs maisons de vacances. Il faut voir ce que consomme un retraité aujourd'hui. Dans le Ils ont temps, encore ils un étaient... pouvoir d'achat qu'on n'aura pas, nous, hein, ça c'est sûr. Ouais, Non, voilà. nos arrière-grands-parents, ils étaient mis dans un coin dans la maison, près de la cheminée. On leur demandait de ne pas bouger et on leur donnait une soupe avec un peu de pain à la fin de la journée, puis c'est tout. Ouais. Ils n'allaient pas en croisière, ils n'allaient pas faire des séances de yoga en Inde, machin. Moi, je vois mes beaux-parents, enfin, je vois tous les gens des boomers, et ça claque. Ils vont rien laisser. Ils vont rien laisser à la génération suivante. Et donc, du point de vue des riches, ils se disent, bon, on fait du pognon avec ça, mais en même temps, les ressources, elles sont en train de diminuer. Et puis, on a aussi des technologies qui permettent de ne plus avoir besoin de la classe moyenne. Parce que font des administrateurs, même des avocats, des médecins de pacotille, on n'en a même pas besoin. On veut des grands spécialistes. Mais un mec qui te dit « Ah, t'as mal à la tête, prends du Doliprane », on n'en a rien à branler. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on finance leurs études, leurs machins? Donc, en fait, ils sont en train de se dire il y a bien 60 à 80% de la population dans le monde qui, pour une raison ou pour une autre, est totalement ne sont des bouches à nourrir en réalité, qui ne servent à rien. Ouais, exactement. On peut garder des techniciens, on peut garder des spécialistes, on va garder les jolies gonzesses ou les jolis mecs, mais c'est tout.
Donc, pourquoi est-ce qu'on garde les gros, les obèses, les petits, les moches, les idiots, les incapables, les gens qui font des métiers qui servent à rien et donc, de leur point de vue, ils se disent, mais au fond, alors ça peut être inconscient ou conscient, et je ne suis pas sûr qu'ils ont encore la méthode bien en truc, mais le système tend, parce qu'il y a cette tendance, on a cette... il y a un surmoi collectif qui pousse à créer un système exterminatoire. C'est clair, moi je le vois venir depuis une dizaine d'années, d'autres depuis plus anciennement. Ouais, c'est une névrose collective de toute façon. Et ça va se faire par le chaos. Moi je ne pense pas que ça va être par des histoires organisées, parce que c'est trop complexe pour l'organiser. En revanche, par le chaos, oui. Est-ce que c'est la fin de l'humanité? Pas du tout. Est-ce que c'est la fin des civilisations? Pas du tout, parce que d'autres civilisations ne réfléchissent pas comme ça. En Russie, on ne réfléchit pas comme ça. En Amérique latine, on ne réfléchit pas comme ça. Même en Afrique, on ne réfléchit pas comme ça. Donc, moi, j'ai aucun doute qu'on s'en sort, mais on ne va pas tous s'en sortir. Et donc, ce livre est fondamental et s'ajoute aux nombreux livres dont je vous parle et des auteurs que j'interviewe. Ça me fait plaisir de t'interviewer à ton tour aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre où on va, comment on se prépare, et aussi où est-ce qu'ensuite on veut aller et reconstruire pour. De toute façon, il y a effectivement il y a plein de choses à faire concrètes. La première des choses, c'est comprendre l'environnement dans lequel on est, comment il fonctionne. Et puis après, on parlait de la partie résistance tout à l'heure. Moi, il y a des choses que j'avais notées qui sont le mec qui avait inventé le faux QR code là, qui fait planter la bécane. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des gens qui font des choses, très clairement. Et il y a des choses à faire à son petit niveau, des petits trucs. Il n'y a pas besoin d'être un Rambo, ça c'est l'image, si tu veux, qu'on veut véhiculer. Mais non, il y a plein de choses à faire pour enrayer un petit peu la course folle de la machine. Et puis effectivement, derrière, il y a l'aspect de rebâtir. Et pour rebâtir, c'est pas prendre un flingue énervé dans la rue pour aller descendre l'un ou l'autre. C'est effectivement travailler sur soi, travailler sur tous ses biais, grandir spirituellement pour ensuite repartir sur des bases saines. Parce que sinon, c'est pas compliqué. C'est le groupe organisé qui va prendre le pouvoir et ça sera pire que l'autre parce qu'il va falloir tenir tout le bordel pendant qu'il y a la période de chaos. En France, quand il y a eu la Révolution française, soi-disant populaire française, il a fallu à peu près 100 ans avant que le pays sorte du marasme. On a retrouvé du luxe à l'époque de Napoléon III, grosso modo. Donc si tu veux, tu as le temps de souffrir pendant ce temps-là. Donc l'idée, entre guillemets, révolutionnaire, si les gens ne sont pas calés dans leur tête, si les gens ne sont pas prêts à se battre, mais vraiment à fond pour leur liberté, pour la liberté de leur môme, et avec derrière, en toile de fond, supprimer leur biais psychologique de confort et puis faire un véritable travail sur soi, bah, ça mènera à rien de toute façon, c'est clair. Donc c'est indispensable. C'est sûr. En tout cas, on trouve ton livre sur toutes les grandes librairies en ligne et je suppose qu'on le trouve également. Tu as un site où on peut le retrouver? Il est vraiment disponible que sur Amazon. Si tu veux, c'est vraiment un ouvrage qui dénote par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est ma pierre à l'édifice par rapport à ce que j'entrevois et pour aider les gens, parce qu'il y a des choses très pratiques à mettre en place. Et donc, bon, bah voilà, moi, je suis pas du style à aller dans la rue pour manifester. En tout cas, je le conseille, bien sûr, j'en ai écrit la préface. Je rappelle que tu as des formidables formations, des formations formidables sur le site pierrot.com/formation. Vous allez le voir, vous trouvez des formations que tu nous as faites qui sont vraiment bien, et ceux et celles qui les ont mises en pratique me font des retours excellents. Donc, je vous encourage, si vous nous regardez, à également aller voir ces formations et puis découvrir tes autres livres. Tu as beaucoup de livres sur le développement physique, sur le travail physique que j'ai trouvé formidable, qui sont aussi qui vont évidemment plus loin parce qu'ils sont très, très détaillés, très techniques par rapport aux formations et qui sont très spécifiques à des parties du corps, par exemple. Mais tu as aussi édité d'autres livres dans le passé que les gens pourront découvrir. Tu as traduit en français des livres très connus dans le monde du développement, qui sont vraiment très très bien. J'ai offert à lire parce que si l'État devient trop puissant, alors moi j'ai toujours dit bon, l'entraînement des détenus a déjà été écrit, donc c'est pas...
À Noël, je lui dis, voilà, si tu fais des conneries, au moins tu auras de quoi t'occuper. Comment s'entraîner en Mais 3 mètres carrés. exactement, exactement. Mais je l'avais ce livre avant de te connaître. Et en tout cas, voilà, donc j'encourage à tout le monde de lire Apocalypse 2030. Et nous aurons sans doute l'occasion encore cette année de reparler un petit peu de tout ça. Et puis, on attend peut-être des nouvelles formations au cours de l'année. On verra. On va travailler là-dessus. Emmanuel, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, Pierrot. Et puis, préparez-vous, comme tu dis. Hein. Exactement, exactement. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.